Bien, bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis enchantée d'inaugurer les 3 jours de colloque de l'Observatoire cette année et de vous présenter donc le travail qui a été réalisé pendant les 12 derniers mois par l'équipe du projet de recherche Hanoï Ad Hoc sur la question du legs industriel urbain de la ville de Hanoï, qui est la capitale du Vietnam. Avant de plonger, ça ne marche pas. Oui. Ah oui, les flèches, voilà. Non, pas les flèches. Est-ce que je peux avoir un petit peu d'aide technique? Ça devrait... Ah bon, maintenant ça marche. Bon, il faut cliquer fort. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais commencer par vous parler très brièvement de la nature assez particulière de l'écosystème au sein duquel ce projet-là se réalise. Donc, d'abord, vous avez au centre les personnes qui réalisent le projet. Et il y a différents profils au sein de l'équipe. Donc, ça inclut des chercheurs qui sont encadrés en bleu dans l'image. C'est une équipe multidisciplinaire, géographes, anthropologues, urbanistes, architectes. Vous avez des professionnels en pratique qui sont encadrés en jaune, qui sont principalement en architecture et en design urbain, et des étudiants aux 3 cycles, bac, maîtrise, doctorat, qui sont dans des différentes disciplines de l'aménagement, qui sont encadrés en vert, puis qui sont répartis dans 7 ou 8 universités différentes. Donc, il y en a 2 de chez nous, de l'Université de Montréal en urbanisme. Nos membres, donc cette équipe-là, elle est basée en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Donc, dans les 12 derniers mois, on a travaillé principalement à distance. Ça s'y prêtait bien. Tout à coup, toute l'infrastructure est là pour le faire. Et moi, j'agis comme co-leader du projet avec le jeune architecte vietnamien que vous voyez encerclé en jaune à ma gauche. Donc, je termine rapidement sur la structure en vous disant que ce collectif-là, qui est en fait un collectif de recherche-création, est appuyé par toute une série de partenaires que j'ai indiqués, représentés autour là, dans la diapo, qui inclut donc des universités, des groupes de recherche. Donc, par exemple, l'Observatoire Ivanhoe-Cambridge en fait partie, mais également des organisations de la société civile vietnamienne qui relaient en fait le travail vers la société civile. Même chose pour des médias, donc médias web et autres qui sont dans le coin à droite. Des organisations internationales qui sont actives dans le domaine de la culture et du développement au Vietnam. Donc, par exemple, le bureau de ONU Habitat, le bureau de l'UNESCO à Hanoï qui sont partenaires. Et finalement, des firmes privées d'architecture qui supportent donc le projet à la fois avec du personnel et financièrement. Donc, c'est une de grosse équipe avec toutes sortes de monde et toutes sortes d'organisations qui travaillent ensemble. Donc, plongeons dans le projet lui-même. Alors, parmi les gens parmi vous, en fait, s'il y a des gens qui connaissent la ville de Hanoï, ça peut sembler un peu surprenant qu'une équipe comme la nôtre décide de se pencher sur la question de l'architecture et de l'urbanisme industriel de la ville. La ville de Hanoï, dans une région à forte croissance industrielle des dernières décennies, ce n'est pas une ville qui est connue pour ses industries. Ça n'a pas été un centre industriel important, ça ne l'est toujours pas maintenant. La ville, elle est davantage connue pour son patrimoine urbain colonial français, donc vous avez un exemple ici avec l'opéra, ou encore pour sa vieille ville marchande qui est particulièrement bien protégée puis qui est un grand ensemble qui date de l'époque précoloniale. Donc, c'est en partie parce que le rôle joué par l'architecture et l'urbanisme industriel dans la formation de la ville de Hanoï a été si peu étudié que notre collectif a décidé de se pencher sur cette question-là, mais ce n'est pas la seule raison. Un peu petit, mais on voit. Il y a environ 1 an, la ville de Hanoï, donc le gouvernement municipal, a adopté une décision qui exige en fait qu'une centaine d'usines qui sont situées dans les quartiers centraux de la ville cessent toutes leurs activités si elles en ont encore sinon relocalisent leurs activités en périphérie éloignée de la ville. Donc, les usines qui sont visées par cette décision-là sont représentées en vert sur la carte que vous voyez ici, qui est une carte que l'équipe a réalisée dans le cadre de notre travail de la dernière année. La plupart des sites qui sont visés ont été implantés entre la fin du 19e siècle et le début des années 70, donc durant la période coloniale française et durant les premières décennies de l'indépendance du pays puis de l'installation du régime communiste. Donc, par exemple, vous voyez ici une usine de textile qui s'appelle l'usine du 8 mars, et non sans raison, parce que la Journée internationale de la femme, j'y reviendrai, qui a été construite au milieu des années 50. Ça, c'est une photo d'archives qui date de l'inauguration approximativement au milieu des années 50. Ces usines-là sont plus que des simples espaces de production, ou du moins c'est comme ça dans le projet qu'on les a abordés.
elles ont contribué à façonner la vie quotidienne et l'urbanité de Hanoï. Donc, à titre d'exemple, si je reviens sur le cas de cette usine de textile, donc ça, c'est un dessin que l'équipe a produit pour essayer de représenter cette notion-là ou cette idée-là. Dans ce cas-là, cette usine qui date des années 50, du début de la période d'indépendance et donc d'installation du gouvernement communiste, a été créée non seulement pour produire des tissus, des vêtements, mais également dans l'objectif de transformer les rapports de genre traditionnels au Vietnam en intégrant les femmes au marché du travail urbain. Donc, vous avez dans la représentation ces femmes qui sont dans les champs, dans les rizières en haut, puis qui rentrent à travers l'usine et deviennent ce nouveau prolétariat urbain et acquièrent des rôles, puis une indépendance, puis des ressources, une forme d'empowerment finalement, des femmes qui étaient un des objectifs de l'usine du 8 mars, d'où son nom, usine du 8 mars. L'enjeu que pose la décision de délocaliser une centaine d'usines hors de la ville, c'est celui du futur de ces sites-là. Donc, beaucoup de ces anciennes usines, comme celle que vous avez qui est identifiée sur cette photo aérienne, qui est une usine de production de bière qui date de l'époque coloniale, mais qui a été nationalisée par la suite, sont implantés sur des terrains qui sont de très grande taille et qui sont particulièrement bien localisés. Ils étaient en périphérie de la ville au moment où ils ont été implantés, mais évidemment, le tissu urbain les a rattrapés. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent dans des positions beaucoup plus centrales. Et donc, cette délocalisation-là libère, vous excuserez l'expression, mais du prime real estate dans la ville. Et ça ouvre la porte à d'importantes opérations immobilières. Donc, les grands groupes immobiliers, les acteurs de l'immobilier au Vietnam sont déjà positionnés pour essayer de mettre la main sur ces grands sites-là. Jusqu'à maintenant, il y a à peu près 5 de ces complexes industriels-là qui ont été démolis et tous les 5 ont laissé place à des projets résidentiels commerciaux à forte densité qui visent les classes moyennes supérieures. Donc ça, c'est le site de l'usine du 8 mars que vous avez vu tout à l'heure, qui est un des complexes qui a été démoli et qui fait place à ce projet-là. Ces projets-là, cette reconstruction, démolition, reconstruction des sites industriels prend place dans un contexte où la ville de Hanoï, et en particulier les quartiers plus centraux où sont situées plusieurs de ces usines-là, souffrent d'un manque criant d'un paquet de services urbains ou d'espaces urbains, dont des espaces verts de type parc, mais aussi des écoles, des établissements de santé, des espaces communautaires au sens plus général. Donc, l'ensemble, cette centaine de sites-là pourrait contribuer à venir combler ce manque très, très important d'espace pour la ville, pour la communauté qui est là depuis plusieurs décennies déjà. Sauf que jusqu'à présent, puis on peut comprendre, ou enfin, on peut supposer que les relations très étroites entre le milieu politique et le secteur immobilier nous expliquent un peu cette situation-là. Il y a très, 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 très peu d'informations publiques sur les sites. La liste des 100 usines qui sont visées par la décision est publique, mais la liste ne l'est pas. Donc, le public ne sait pas lesquels des sites sont visés. Il y a très, très peu de débats publics sur la nature ou la valeur de ces ensembles industriels qui vont être démolis. Pour la plupart, qui ont été construits de la main de la population de Hanoï. Les ouvriers sont encore, dans beaucoup de cas, des gens qui habitent la ville de Hanoï. Donc, il y a eu une implication très importante de la population de Hanoï dans cette industrialisation-là. Donc, pas de débat non plus sur ce qui va prendre place une fois qu'on va démolir ces ensembles-là. C'est donc dans ce contexte-là que notre collectif s'est penché sur le passé industriel de Hanoï. Qu'est-ce qu'on a fait exactement donc, dans la dernière année? C'est moins un projet de recherche qu'un projet de documentation publique donc dans le contexte dont je vous ai parlé de ce patrimoine-là. Donc, on a relevé et documenté l'architecture et l'urbanisme industriel de la ville pour créer quelque chose comme des petites archives publiques en ligne ouvertes, 100% ouvertes. Dans un deuxième temps, on a travaillé à diffuser ce contenu-là, cette information publique-là, sous diverses formes. Je vais vous montrer là, à travers différents médias ce qu'on a fait. C'est ici que le volet création du projet entre aussi en ligne de compte. Et en parallèle, tout au long de l'année, on a organisé des webinaires ouverts au grand public pour attirer, donc sur le thème du patrimoine industriel, du rôle des usines dans le développement de la ville, pour attirer l'attention du public sur cette question-là et pour stimuler le débat public. Alors, si vous voulez, dans le temps que j'ai pour le reste de ma présentation, je vais vous ouvrir quelques petites fenêtres sur ce travail-là qu'on a fait. Je vais utiliser notamment des éléments qui sont tirés du site web
C'est un peu pâle, c'est un peu petit, mais je pense que vous allez comprendre. Donc, en termes de documentation archivage, une des premières activités du projet, ça a été de faire un relevé, en fait, des usines à la fois historiques, donc celles qui ont existé, mais qui aujourd'hui ont déjà été démolies, reconstruites, et aussi de celles qui sont encore présentes sur le territoire. Donc, on a monté un SIG, un système d'information géographique, dans lequel on a localisé donc, par des points ces usines-là et on a collecté en fait de l'information de base sur les à peu près 170 usines qu'on a relevées. Et ça a permis de construire des cartes thématiques. Donc, vous voyez, il y a un menu en haut à droite avec des cartes thématiques. Donc, juste à titre éducatif, l'usager sur le site Web peut faire apparaître les différentes cartes thématiques. Ça, c'est des usines représentées par sous-secteur manufacturier, donc selon le type de produit qu'elles produisaient ou qu'elles produisent encore. C'est une carte interactive, donc c'est une carte qui est zoomable. C'est comme un Google Maps, si vous voulez. C'est construit de la même façon. Donc, l'usager peut zoomer dans la carte, peut s'approcher, cliquer sur un point. Donc, en cliquant sur les points de chaque usine, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre avec de l'information de base sur chacune des usines, leur nom, en quelle année elles ont été créées, etc., ce qu'elles produisent. Par ailleurs, vous voyez, dans cette carte-là, il y a des points verts, il y a des points noirs. Donc, on a identifié une vingtaine d'usines, en fait 20 usines qui sont représentées en vert dans la carte, que dans le projet, on a appelé des usines d'intérêt. Donc, c'est un échantillon d'usines pour lesquelles on a développé des dossiers de recherche beaucoup plus approfondis, mais aussi des produits qui peuvent être partagés avec le public de façon plus accessible. On aurait évidemment voulu faire ces dossiers-là pour les 150 ou 170 usines, mais pour des raisons de faisabilité, on n'avait pas cette capacité-là. Donc, on s'est concentré sur ces 20 usines-là qui nous semblaient toutes jeter un éclairage intéressant et différent sur la réalité finalement de cette urbanisation industrielle et de ce qui en reste aujourd'hui. Donc, je montre assez rapidement à quoi ressemble un dossier pour une usine, donc l'usine de bière dont je parlais tout à l'heure. Donc, sur le site Web, donc tout ça est mis sur le site Web du projet qui est 100%, qui est entièrement bilingue en anglais-vietnamien. Vous avez la version en anglais. Ligne du temps en haut avec tout le matériel qu'on a récupéré à la fois par de la recherche en ligne et en archives, donc qui permet donc de voir tout l'historique avec les moments importants dans l'histoire de l'usine et illustré avec des documents d'archives qui ont été récupérés au fil de l'année. Un plan masse que vous voyez un petit peu coupé, mais qui est en dessous, qui a été produit pour archiver en fait l'occupation du site actuel. Quand l'usine existait encore, on a fait produire ce qui s'appelle un 3D Cloud Point. Donc, c'est une technologie de capture, en fait, c'est comme un scan 3D du site qui est fait à partir d'un drone. Donc, à travers toute une séquence d'images qui sont produites par le drone les assemble avec une technologie de représentation 3D. Donc, ça, c'est un modèle, en fait, une sorte de maquette virtuelle. L'usager sur le site, il peut la manipuler, la tourner, zoomer. Le niveau de définition est assez élevé, donc ça permet de se rapprocher puis de voir la matérialité actuelle du site. L'idée, c'était de garder la trace avant la démolition de l'usine telle qu'elle est en ce moment. Puis on a pris un peu l'environnement qui est autour aussi pour voir dans quel milieu l'usine se situe. Donc ça, ce matériel-là que je viens de vous montrer s'adresse peut-être un peu plus spécialisé, s'adresse peut-être plus aux professionnels, mais on a aussi produit des petites vidéos qui font 6 à 9 minutes dans lesquelles on raconte donc l'histoire de ces usines d'intérêt dans un format qui se veut plus accessible au grand public. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais juste vous donner un petit extrait d'une des vidéos, d'une des 20 vidéos. Ah oui, c'est pas là qu'il faut que je clique, parce que je suis habituée de regarder sur une tablette. Hàng đêm, những cơ sở nấu bia khắp nội và ngoại thành Hà Nội sản xuất một lượng lớn loại bia rất nhẹ, được gọi là bia hơi. Khi bình minh lên, những bom bia mới này sẽ được chuyển đến hàng trăm quán bia rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm của thủ đô bằng xe máy hoặc xe tải. Còn được gọi là quán bia hơi, những không gian tụ tập bình dân này là một trong những biểu tượng của đời sống đô thị ở Hà Nội. Bia hơi và loại bia tươi mà những quán bia phục vụ đã bén rễ rất sâu vào cảnh quan đô thị và văn hóa đại chúng, đến mức chúng ta khó có thể hình dung được thành phố mà thiếu vắng bóng dáng của những nơi chốn này. Tuy nhiên, những quán bia này lại không phải đã có từ lâu. Gốc gác của những quán bia này có thể lần ngược với năm 1886.
Thời điểm mà một doanh nhân đầy tham vọng người Alsatian có tên là Alfred Oman đặt chân đến Hà Nội. Vào thời điểm đó, người Việt chủ yếu uống rượu gạo được chiên cất theo phương pháp thủ công. Nhưng trong cái khí hậu nhiệt đới của Hà Nội, rượu lại không phải là thứ đồ uống ưa thích của người Pháp thực dân ở đây vào cuối thế kỷ 19. Đối với họ, bia có vẻ phù hợp hơn rất nhiều. Một thứ đồ uống hoàn hảo để nốc cạn một hơi trong mùa hè oi ả của Hà Nội. Alfred Oman đã nắm lấy cơ hội ở thị trường này. Năm 1892, ông mở một nhà máy trên một mảnh đất nằm tại phía nam Hồ Tây, ngày nay là điểm hàng hóa Thám. Thời điểm đó, Oman không phải là nhà tư bản công nghiệp duy nhất thành lập nhà máy ở Hà Nội nhằm cung cấp các sản phẩm kiểu Tây cho cộng đồng kiểu dân Pháp đang gia tăng ở thành phố này. Trong khoảng thời gian từ năm 1887 cho đến khi bắt đầu Thế chiến thứ nhất, hơn 20 nhà máy khác đã được thành lập trong nội thành lẫn ngoại thành, sản xuất đủ loại hàng hóa từ nội thất gỗ, ngói, diêm, sơn cho đến văn phòng phẩm, cúc áo. Hoặc như trong bức hình này là nhà máy thuốc lá Yên Phụ. Việc sản xuất bia ở Hà Nội vào cuối thế kỷ thứ 19 đã gặp phải một vài thách thức. Vấn đề đầu tiên là nguyên liệu thô như lúa mạch và hoa bia sấy khô phải được nhập khẩu từ châu Âu. Tiếp đó là vấn đề về bảo quản lạnh. Để được lên men và bảo quản đúng cách, bia cần được giữ ở trong khoảng từ 20 đến 22 độ C. Vào thời điểm bắt đầu sản xuất bia ở quy mô công nghiệp, nhà máy bia Oman đã sử dụng đá để giữ cho men ở nhiệt độ thích hợp. Một vài nhà máy sản xuất nước đá đã được xây dựng dọc theo bờ sông Hồng những năm 1880. Nhưng những nhà máy ấy cũng rất vất vả trong việc đáp ứng nhu cầu và chuyện thiếu nước đá thường xuyên diễn ra trong mùa hè ở Hà Nội. Điều này cản trở việc nấu bia của Oman vài tháng trong năm, cho đến khi ông ta trang bị máy làm lạnh riêng cho nhà máy của mình. Khó khăn cuối cùng là phải tìm được thành phần chính để làm bia, đó chính là nước mềm và tinh khiết, tức là nước có hàm lượng khoáng chất thấp. Và khó khăn ấy đã được giải quyết khi Oman thành lập nhà máy của mình ở khoảnh đất phía nam Hồ Tây. Ở đó, Oman đào được một giếng nước mà theo lời con cháu ông sau này kể lại là chẳng những không bao giờ cạn mà còn cho một nguồn nước đặc biệt ngọt và trong. Sở hữu một khuôn viên 2 hectare, nhà máy bia Oman đã phát triển thành một... Donc, je m'arrête ici. La vidéo dure à peu près 6 minutes. C'est la première moitié. Et donc, finalement, comme je l'ai mentionné, on a aussi organisé donc 4 webinaires. Donc, vous avez ici la fiche du dernier événement. À titre de conclusion, donc, je mentionnerai que nos activités ont été passablement ralenties par la pandémie qui a frappé fort au Vietnam. Il y a eu un long confinement pendant l'été et l'automne, donc ça a compliqué un peu les choses pour nous. On va donc finaliser nos travaux dans les prochains mois. Il reste quelques vidéos, par exemple, comme celle-ci, qui sont à produire. On a aussi des plans pour l'organisation d'une exposition en Europe. On a été invité à participer à la Biennale de Venise. Donc, on va voir si ça va se concrétiser, mais sinon, on va faire une expo à Hanoï. Et on aimerait beaucoup organiser un concours d'idées en design urbain et architecture en donnant ce matériel-là, finalement, comme matériel pour les concepteurs, pour élargir un peu l'horizon de ce que pourraient devenir ces sites-là à partir d'un concours d'idées. Mais globalement, je pense que même si on n'a pas tout à fait terminé, on a atteint, je pense, une bonne partie de nos objectifs. Les webinaires dont j'ai parlé ont eu entre 100 et 250 participants, chacun d'eux, donc on est très satisfait, beaucoup d'intérêt. Nos vidéos qu'on partage sur les réseaux sociaux du projet sont très, très bien accueillies. Nos partenaires médias et nos partenaires institutionnels les partagent aussi. Donc, juste dans nos réseaux sociaux à nous, ils sont généralement repartagés chacun une centaine de fois. Donc, pour nous, c'est un signe, encore une fois, qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc, on va voir, ça va prendre un petit peu plus de temps et de recul pour voir dans quelle mesure ce projet-là a contribué à animer le débat public ou va contribuer à animer le débat public sur le futur du patrimoine industriel de la ville, mais on a l'impression que les choses vont dans le bon sens avec le projet. Merci beaucoup. Merci. Commentaires? Oui, monsieur. C'est assez fascinant comment, dans une économie de marché, comment j'essaie de faire un parallèle, c'est pour une usine de bière, on a le même enjeu à Montréal avec la Molson qui s'en va en périphérie. Comment on
donner même des opportunités, même si les marchés ne fonctionnent pas. C'est comme si, dans le fond, les marchés fonctionnent quand même là où il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel foncier de récupération des espaces industriels qui seront encastrés dans les zones urbaines denses, en les repoussant vers la périphérie. Je ne sais pas si c'est un fonctionnement de mimétisme ou si, dans le fond, s'il y a une logique marchande aussi qui est intégrée là-bas dans ça. Mais en tout cas, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un parallèle avec l'idée aussi, bon, j'imagine on valorise moins le patrimoine industriel à Hanoï, alors qu'ici, je pense que la Molson doit quand même garder les portions de bâtiments qui ont un caractère patrimonial qui vont probablement détruire tout le reste. Là. Donc, il y a un souci d'intégration, mais j'ai l'impression qu'il y a un parallèle ou qu'il y a une dynamique similaire, même si on est dans des pays très différents avec une dynamique de marché qui est très différente. Oui, absolument. La différence peut-être, une des différences en tout cas, c'est que la décision dans ce cas-là, qui est une décision gouvernementale, donc il y avait déjà, je vous ai montré des projets redéveloppés, là, je vous ai montré ce grand ensemble. Ça s'est fait sans intervention gouvernementale. Donc, l'usine a vendu son terrain, un promoteur l'a racheté, a fait un projet dessus. Mais la décision gouvernementale qui a été prise l'année dernière a fait suite à une explosion dans une usine qui produit des lampes au tungstène, je pense. Et là, il y avait du mercure, il y avait des produits, il y avait encore donc une production qui était faite dans une zone très centrale. Puis là, ça a créé un incendie, puis un incendie qui a brûlé des produits qui étaient toxiques. Donc, ça semble avoir été ça. La prise de décision politique au Vietnam est une boîte noire, donc c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui a déclenché la décision, mais la séquence d'événements suggère que dans certains cas, il y a de ces usines-là qui sont encore en production, qui sont en position centrale, puis il y a centrale dans la ville, puis il y a des nuisances fonctionnelles évidentes, là. Donc, qui semble avoir aussi motivé cette décision-là. Donc, il y a une part qui est décision de marché, puis il y a une part qui est, dans ce cas-là, une action gouvernementale compréhensible liée à des nuisances. Après, il y a des jeux de coulisses d'acteurs du marché, mais qui sont très, 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 très proches des acteurs du monde politique pour mettre la main sur les sites, là, qui sont un peu différentes de ce qui se passe ici. Mais c'est une question de degré, là, en général. Ce n'est pas complètement autre chose, mais... Très intéressant, effectivement, très riche, très, très chouette la démarche. Donc, bravo à toute l'équipe de la boîte. En regardant l'image du projet déjà développé, je comptais 25 étages, 5 bars. Je me disais, mais la question maintenant, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a fait avec ce qui était là, mais aussi comment on va servir en équipement, toutes sortes d'infrastructures, toutes ces personnes-là. Est-ce que c'est un enjeu actuellement considéré là, par la ville, que ça fait débat? Est-ce que, parce qu'au-delà de la dimension de conservation et de mise en valeur du patrimoine, une fois qu'on prend cette décision-là, c'est aussi l'impact sur les quartiers qui ne sont pas touchés. Là. Donc, juste entendre un petit peu plus sur ça. Oui, bien, en fait, juste pour dire la position de notre équipe, donc on n'est pas une équipe en patrimoine, de recherche en patrimoine, donc c'est vraiment plutôt de documenter cet élément-là un peu banal du tissu urbain de Hanoï, pas dans une perspective de conservation particulièrement, bien qu'on pense que ça devrait faire partie de la discussion. Il devrait y avoir une discussion sur est-ce qu'il y a des choses qui sont à conserver dans l'ensemble, mais sur 100 usines, évidemment, pas tout. Donc, la discussion, nous, ce qu'on espère, c'est que ça stimule justement exactement ces questions-là. Ce grand ensemble-là contribue, donc il y a une demande aussi en logement, donc on ne rejette pas l'idée qu'il faut produire du logement, c'est du logement en quartier central, donc très, très bien localisé. Il y a de l'équipement public sur ce site-là, ou qui pourrait être de l'équipement public, là, ça n'en est pas, c'est des espaces qui sont... c'est pas une gated community, c'est pas enclavé, mais c'est des terrains privés. La partie verte est en privé, donc il y a du contrôle aussi sur l'accès qui se fait. Mais l'idée, c'est que oui, qu'on puisse avoir cette discussion-là collectivement ou d'essayer d'encourager en fait la discussion sur le futur puis sur l'impact. Vous imaginez effectivement en termes de densification, nous, on parle de densification ici, on parle de 2-3 étages de plus là, dans des zones. Ça se construit très, très vite. Ça s'est construit en l'espace d'à peu près 2-3 ans. Donc, ça vient modifier la dynamique locale en termes, par exemple, de transport, de mobilité, très, très, très rapidement dans les quartiers. Donc, d'avoir toute cette réflexion-là aussi sur ces interventions-là qui sont musclées sur les sites.
Oui, dans des zones qui sont déjà très, très occupées, là, très, très densément peuplées. Oui. C'est ça, ça me fait beaucoup penser à Istanbul parce que je pense qu'on a eu exactement ça, mais comme il y a 20-25 ans. Puis quelque chose qui se passait aussi, puis je pense que ça se passe, je le vois dans la photo à côté, mais quand ils viennent construire des complexes comme ceci, soudain le clash architectural avec ce qui existait avant commence à être beaucoup plus fort. Puis aussi, il y a des gens qui travaillaient dans cette usine, donc qui déménagent. Puis ce que nous, on vivait, c'est qu'on avait un complexe, puis après, on avait un autre qui venait. Puis donc là, c'était plus des usines, mais ils rasaient des quartiers résidentiels de low density. Puis je serais curieuse, est-ce que ça aussi, c'était une considération? Est-ce que ça se passe aussi à Hanoï ou en ce moment, c'est que vraiment il y a l'usine qui part, ou est-ce que vous voyez déjà les répercussions? Non, pour l'instant, en fait, c'est les sites, les grands sites, parce que c'est l'intérêt pour les promoteurs immobiliers, c'est que c'est un site unique qui est d'une très, très grande surface. Pour l'instant, le redéveloppement se fait sur ces sites-là seulement, donc à la différence, par exemple, de ce qui s'est produit à Istanbul. La teneur foncière sur le résidentiel est vraiment très solide, puis le niveau de résistance aussi de la population à l'expropriation dans le résidentiel est vraiment, vraiment, vraiment très, très forte. Ça coûte très, très cher aussi. Les valeurs foncières sont parmi les plus élevées en Asie. Donc, c'est une ville très, très dense, puis qu'il y a des valeurs foncières qui dépassent Beijing, Tokyo, où on est dans les mêmes montants à peu près au mètre carré. Donc, c'est généralement trop coûteux, tout simplement trop compliqué, trop long, trop coûteux d'exproprier du résidentiel basse densité. Donc, ça va donner, par contre, des clashs, des ruptures d'échelle très, très importantes. Donc, par exemple, cette usine-là, qui à l'heure actuelle, comme beaucoup d'usines dans toutes les villes, elle est murée, là, on n'a pas accès. Il y a un mur qui n'est pas très haut, mais qui fait en sorte qu'on ne voit pas ce qui est à l'intérieur. Donc, les gens racontent qu'ils sentaient l'odeur, c'est une usine de bière, donc l'odeur du malt, du houblon, etc., là, les odeurs de la bière en production. Mais autrement, on ne voit pas à l'intérieur, on voit les arbres qui dépassent. C'est étonnamment des zones très vertes. Les parties non construites sont souvent très plantées, donc dans une ville qui a besoin d'avoir cette verdure-là. Donc, une fois que ce site-là va être démoli, reconstruit, on va se retrouver fort probablement avec une construction très, très haute qui va créer effectivement la rupture d'échelle. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste en face, il y a une tour qui doit faire facilement dans les 20-25 étages. Bien, ça risque d'être aussi ce qui va arriver du site. Alors que tout le reste, comme vous pouvez le voir, c'est de la très haute densité, mais de faible hauteur. Mais à des très, 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 très hautes densités. Voilà. On est dans ces zones-là, juste à titre d'exemple, on est à 10 000 personnes au kilomètre carré. Je pense qu'on n'est pas capable d'imaginer, nous, 10 000 personnes au kilomètre carré, mais c'est ça, on est dans des densités de cet ordre-là. Peut-être une dernière Oui. question. J'ai deux questions que tu as brièvement peut-être déjà survolées, mais qui étaient la réponse politique. Aujourd'hui, je pense que tu as déjà parlé un peu des institutionnels, etc., mais est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui émerge? C'est plus encore la société civile La réponse serait un peu longue. Là. Je ne vais pas te faire une trop longue réponse, mais la réponse politique, puis la réponse qui est un peu liée à ce que la société civile, donc les groupes activistes de la société civile ont décidé d'utiliser une perche qui s'est tendue. La ville de Hanoï a été inscrite l'année dernière au sein des villes créatives, du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Juste pour information, Montréal fait partie de ce réseau-là, Ville du design. Hanoï a été intégrée comme Ville du design. Et la société civile a vu ça comme les acteurs activistes de la société civile comme une occasion de pousser l'idée que ces sites-là devraient devenir des hubs créatifs, devraient devenir des lieux de l'économie créative du futur de Hanoï, comme une façon de retirer ces sites-là ou de diminuer la mainmise du monde immobilier sur les sites, en profitant de ce momentum d'inscription de la ville au réseau de l'UNESCO. C'est un bon écho au sein du monde politique, mais ça n'a pas vraiment de sens que les 100 usines acquièrent une fonction d'économie créative, alors qu'à Hanoï, il n'y a pas d'économie créative à proprement parler pour l'instant, etc. Puis la ville a surtout besoin de bien d'autres choses. Là. Oui, là, un petit truc d'économie créative sur un site, je veux bien, mais la ville a besoin de bien d'autres choses. Donc, la réponse politique, pour l'instant, il n'y en a pas. En fait, à part un peu de résonance avec cette idée-là. Ah oui, tu sais, on est inscrit aussi à l'UNESCO, il faut qu'on fasse des actions qui montrent que c'est sérieux. Là. On pourrait réfléchir à transformer des sites d'usines en espace d'économie créative. Merci beaucoup. Merci.
Alors, on va pouvoir